on va rapidement se lancer. Voilà, professeur, bienvenue sur Happyvisio. Merci. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous accueillir. Nous avons un gros quart d'heure, on va dire, pour votre intervention. Merci beaucoup, professeur Villot-Durandal, de cette présence. Et je vous propose peut-être de vous présenter, ça sera le plus simple. Et puis ensuite, vous débuterez. Écoutez, je vous remercie. Je suis Jean-Philippe Biro-Durandal, je suis professeur à l'Université de Lorraine. Est-ce qu'on peut avoir Bien la sûr. présentation PowerPoint? Oui. Et donc, je vais vous dire le plaisir que j'ai d'être ici. Alors, j'aurais encore plus apprécié d'être à Marseille, bien sûr, qui est une ville que j'aime particulièrement, et en présentiel. Mais comme vous le savez, il y a quand même des événements qui nous empêchent, malheureusement, qui sont reliés aussi à la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est le vieillissement. Ce sera pour une prochaine fois. Hein. Philippe Pitot m'avait promis une bouillabaisse. Alors, la cuisine virtuelle est quand même un peu moins épicée que la cuisine de terroir partagée avec des collègues et des amis. Faisons le vœu qu'on pourra se retrouver tous ensemble un jour à Marseille autour de Philippe. Alors, puisque nous sommes en Méditerranée, je vais en profiter pour vous prendre par la main et vous faire voyager à travers les mers. Je vous ai dit que j'étais professeur à l'Université de Lorraine, mais je suis aussi président du réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique, qui est un réseau international où on voit un certain nombre des membres du bureau ici, qui a pour but de développer les réflexions croisées entre les pays et entre les disciplines autour de la question de la citoyenneté et de l'intégration socio-économique. Et je vais m'inspirer d'une partie des travaux et des réflexions croisées avec les différents collègues. Et je vais donc m'appuyer sur ces réflexions ce matin par rapport à la thématique autour du vieillir et vivre ensemble, puisque vieillir et vivre ensemble, ça nous renvoie quand même à la question de la citoyenneté et à la question de la cité. Alors, pas au sens smart city, hein, au sens si intelligente, mais la cité en tant que première entité politique. Donc, ceci dit, je rappellerai que l'objet même de la politique, hein, dans son essence, c'est le vivre ensemble dont on parle aujourd'hui, et la détermination des règles communes qui ordonnent la vie des membres d'une société. Donc la cité, c'est tout d'abord un espace public, c'est-à-dire un espace physique dans lequel se structurent les échanges d'idées, les régulations, les différents intérêts, et puis en bout de course, la décision commune. Nous sommes ici en terrain méditerranéen et on peut rappeler quand même l'importance de la Méditerranée dans la construction de l'agora grecque et des forums chez les Latins dans les cités antiques. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le détour historique, mais c'est la manière dont, dans le monde contemporain, ces agoras et ces forums vont mettre en place des actions pour adapter la cité au vieillissement de sa population et pour créer des solidarités actives. Dans ce sens, la participation des aînés aux décisions sur ce vivre ensemble renvoie à tout ce qui peut être opéré sur l'environnement matériel, permettant leur accès à l'espace public et leur fréquentation de la cité par la participation sociale. Donc ça veut dire que le rapport au vivre ensemble, il ne peut se penser de manière politique qu'à partir du moment où les transports sont adaptés, à partir du moment où l'accès aux lieux publics sont adaptés et sont ouverts à une diversité de personnes. À partir du moment où ils sont fermés, ce n'est plus un espace public. Donc, la cité comme espace public, c'est aussi l'accès aux loisirs, l'accès aux structures de soins. Donc, vivre ensemble, c'est déjà éviter l'invisibilisation dans l'espace public, dans la vie quotidienne, dans un espace qui deviendrait interdit à certains ou à certaines du fait de son inadaptation. Donc en ça, c'est un sujet politique, parce que ça nous renvoie à la manière dont les sociétés décident ensemble, de la manière dont elles vont intégrer ou pas un certain nombre de catégories de population. Mais c'est aussi l'accès aux instances de décision et de délibération
qui implémente les droits, qui délibère et qui recueille les avis et les suffrages. Ça veut dire l'accès au bureau de vote, à la mairie, aux administrations. Et sur ce point, on s'aperçoit que la politique nationale d'adaptation des territoires au vieillissement pour favoriser la participation sociale et la participation citoyenne des personnes âgées reste encore très floue en France, contrairement au Québec, par exemple, où plus de 1000 communes, ça fait beaucoup à l'échelle de la province du Québec, 1000 communes ont mis en place un protocole commun de diagnostic territorial participatif sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, au travers du programme Ville-Amie des aînés, qui a impliqué les personnes âgées dans la cartographie des besoins et dans l'élaboration des réponses. Je vous renvoie pour ça à un article qu'on a fait avec un certain nombre de collègues québécois dans la revue Retraite et Société, qui fait un travail comparatif entre la France et le Québec sur la manière dont les deux pays ont ou pas, en définitive, saisi la question d'adaptation de la cité au vieillissement et les impacts potentiels que ça peut avoir sur le vivre ensemble et sur l'invisibilisation d'un certain nombre de populations. Donc, ça nous renvoie à la question aussi de la présence au monde dans l'espace public. Le deuxième point, c'est que la cité, c'est aussi ce que Habermas appelle la sphère publique, c'est-à-dire l'ensemble des espaces matériels, mais aussi et surtout immatériels qui concourent à la confrontation des idées et, en bout de course, à la délibération. Et ça, c'est un point important parce que ça nous renvoie aussi à la deuxième partie de nos réflexions sur le vivre ensemble, mais dans un espace numérisé, dans un espace de nouvelles technologies. Et donc, l'immatériel, il renvoie à la fois aux vecteurs, c'est-à-dire aux supports techniques, aux canaux, Internet par exemple, qui permettent la circulation de modèles dématérialisés d'information, mais aussi de circuits de décision. C'est les sites de l'administration, c'est les sites participatifs des collectivités locales qui permettent les consultations, voire le vote de budget participatif dans les quartiers, etc., etc. Mais c'est aussi, et ça c'est un point qui est assez peu développé, la culture de la relation entre les individus et les décideurs qui est en jeu au travers des interfaces qui sont mises en place. Et c'est aussi une éthique de la relation sociale et de l'égalité dans la relation sociale. Donc là, on retrouve un premier paradoxe, c'est que cette sphère publique, avec les nouveaux moyens de communication, n'a sans doute jamais été autant en mesure de renforcer le caractère ouvert de la société contemporaine. On a un accès aux données, transparence de l'information, diffusion de masse à moindre coût, création de médias sans capital. On a donc cette société ouverte avec des promesses d'ouverture au sens d'Habermas, une société publique dans laquelle, en fait, il y a une possibilité de voir, de communiquer, d'interagir. Et puis, d'un autre côté, on constate des effets paradoxaux de fermeture et une situation d'étrangéité au monde pour une partie des citoyens, et notamment les plus âgés, face à la complexité d'un monde hyper connecté, mais aussi du coup hyper fragmenté et hyper complexe. Alors, il y a des réponses à ça. Par exemple, le FALC, le facile à lire et à compter, les simplifications, l'intégration des débats politiques dans les EHPAD, comme le font les Suisses, notamment l'équipe de Barbara Lucas. Donc, il existe des réponses. Le problème, c'est que massivement, la société contemporaine n'est pas apprêtée à accompagner une partie de la population qui se trouve de plus en plus en marge de cet espace public virtuel. Alors, qu'est-ce qu'une sphère publique pour les personnes qui ne disposent pas des éléments culturels nécessaires pour peser et agir dans ce rapport au monde? Ni le langage, ni les codes, ni surtout l'accès aux ressources adaptées pour acquérir les connaissances nécessaires. Eh bien, c'est ça un des problèmes ou un des enjeux qu'on peut évoquer dans cette journée qui nous rassemble. Ces questions engagent à la fois l'accès aux droits, mais aussi et même l'exécution de ces devoirs, avec les problèmes, par exemple, d'accès aux informations, aux procédures, et aussi au modus operandi pour effectuer une action jusqu'alors simple et maîtrisable dans un cadre matériel. Par exemple, mettre son chèque pour les impôts et puis payer en ligne. On a du coup un monde, un environnement qui se transforme avec un problème effectivement de décalage culturel. Au-delà, on observe différents types de décrochage sur des droits fondamentaux et en premier lieu, un décrochage qui
me préoccupe et nous préoccupe aussi au réseau de vie international, qui est la fin de vie citoyenne, dont on parle très peu en France. Alors, je vais donc aborder cette question à travers un énoncé qui est le complexe de Mathusalem. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le vote et donc la participation aux grandes décisions du vivre ensemble en France, on s'aperçoit que paradoxalement, le groupe des 60 et plus recueille des sous-groupes qui sont parmi ceux qui s'expriment le plus par le vote, donc qui expriment leur citoyenneté de manière pleine et entière. Et puis en même temps, passé 80 ans, on s'aperçoit d'un décrochage, on le voit ici sur ce graphique, par rapport aux dernières élections présidentielles. Eh bien, on a un vote systématique qui décline, et même le vote intermittent qui décline. Donc on commence à observer un décrochage de la cité, qui est quand même assez préoccupant, parce que c'est dans ce socle démocratique qu'on va prendre des décisions relatives au vivre ensemble, et que la citoyenneté, c'est aussi une façon d'être présent dans la cité, ne serait-ce que symboliquement. Et là, vous voyez, dans les élections qui ont précédé, le vote aux 2 tours en 2012 baisse de manière considérable. Sur cette courbe, vous voyez le déclin, la chute très importante, et puis l'abstention systématique qui, au contraire, augmente. Va-t-on vers une fin de vie citoyenne pour des aînés? Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être, en définitive, dans l'espace public et dans la cité, qui va devoir aussi trancher, prendre des décisions par rapport à des questions aussi fondamentales que l'accompagnement de la fin de vie, vieillir dans la dignité, la mise en place de structures de services à domicile et d'EHPAD adaptés. Eh bien, ces questions nous renvoient quand même à l'égalité entre les citoyens, dès lors que ces personnes ne peuvent plus ou ne souhaitent plus s'exprimer. Donc, pour comprendre ces décrochages, bien, on a ce dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire l'étrangéité au monde. Deuxième point, on constate une figure paradoxale d'une société qui est de plus en plus ouverte, mais qui se ferme à un certain nombre d'individus, et des processus de dépowerment, c'est-à-dire de sensation de ne plus avoir de pouvoir sur son environnement global à travers la citoyenneté, et puis sur son environnement direct par capillarité. Et ce point est corrélé aussi avec d'autres observations sur l'érosion de la participation sociale formelle, par exemple le nombre d'adhérents à la vie associative, le nombre de bénévoles également, qui marquent eux aussi des formes d'éloignement de la cité, puisque la participation sociale nous renvoie à des façons d'être présents dans la sphère publique et à y prendre sa part. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la question de l'espace politique relié à l'espace public. Alors, comment créer une cité intelligente, une smart city sur le plan démocratique? Bien, déjà, par un design relationnel, co-construit. C'est ce que nous avons tenté de mettre en place dans l'approche que nous a mis, de la recherche que nous avons mis en œuvre dans le Val de Fensch. Le Val de Fensch, en Lorraine, c'est une partie assez sinistrée de cette Lorraine industrielle qui a dû gérer les transitions post-industrielles avec beaucoup de difficultés. Vous connaissez sans doute tous Florange, qui a été un peu une ville emblématique. Eh bien, nous avons mis en place un certain nombre de méthodes, dont les ateliers de design social, dans lesquels on fait à la fois un travail de recueil de la parole, mais aussi un travail de suivi, d'accompagnement pour l'élaboration, la construction de suggestions, de réponses aux besoins qui ont été identifiés par et avec les citoyens. Et un des points qui me paraît être intéressant dans cette expérience, c'est que nous avons intégré aussi des shibani, hein, donc des hommes
maghrébins âgés qui ont passé en fait toute leur jeunesse et leur période d'activité en France à la période de la reconstruction, et puis qui aujourd'hui sont âgés, voire très âgés. Mais aussi des femmes immigrées âgées de plus de 80 ans et des femmes de plus de 80 ans dans des résidences seniors, donc des personnes qui sont souvent hors en fait de l'écran radar lorsqu'on fait un travail de diagnostic territorial partagé. Donc, la présence au monde, elle vient aussi dans la manière dont nous allons, de manière citoyenne, intégrer la parole, adapter nos outils aussi, parce qu'ils ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que ceux qu'on utilise pour des personnes qui sont très rompues à la participation en groupe, à l'expression dans des collectifs. Donc, on a, nous, en tant que chercheurs, une responsabilité, me semble-t-il, à travailler sur les méthodes participatives dans l'approche des diagnostics territoriaux et diagnostics de besoins sociaux à destination des populations âgées. Et puis à le faire connaître. Donc, on a mis au point une autre chose qui est une plateforme numérique de partage des connaissances avec l'objectif de pouvoir livrer ces méthodes à des acteurs de terrain qui pourront s'en saisir pour pouvoir rentrer dans des approches participatives des diagnostics. L'autre point, c'est effectivement l'éthique de la relation sociale. Ça nous renvoie à ce que fait l'IGS et ce qu'a beaucoup impulsé le professeur Pitot, c'est la formation. C'est comment peut-on, dans les formations, mais pas seulement dans le travail social, mais dans l'ingénierie, dans le tourisme, dans les transports, intégrer le fait que l'on doit avoir un minimum d'attention à l'autre différent, qu'il soit en situation de handicap, qu'il soit tout simplement en incapacité de comprendre ou en difficulté par rapport à la compréhension du monde dans lequel il vit. Donc, il y a un vrai travail sur la question de la transmission de l'éthique de la relation sociale, me semble-t-il. Et dedans, bien entendu, la lutte contre l'agisme, conscient ou inconscient, dans la manière dont nous configurons les interfaces technologiques dans la ville, mais aussi peut-être la manière de communiquer avec les uns et avec les autres, par exemple de formater dans un temps trop court des réunions, par exemple de faire des réunions collectives alors qu'il faut peut-être préférer des réunions en petits groupes et en groupes de pairs, etc., etc., etc. Et donc, on a à la fois un agisme conscient, et puis un agisme inconscient qui est assez fort quand on compare la France avec d'autres pays dans l'Hexagone. Voilà, ce sont juste des mises en bouche. Je ne veux pas être trop long, je pense que j'ai épuisé mon temps. L'idée étant bien entendu de rentrer en dialogue et puis d'entendre les autres participants à ce passionnant débat. Merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, professeur. On vous rappelle d'ici un petit quart d'heure, s'il vous plaît, pour les questions-réponses. On aura plaisir justement à entendre les questions des apinautes. Et avant ça, je vais faire venir tout de suite le professeur Meyer qui va prendre votre suite. Merci. Vous coupez votre caméra, votre micro en attendant, et puis vous pouvez être effectivement acteur et surtout présent pour les débats et la présentation du professeur Meyer. Merci à vous. Quelques instants. Merci à vous, professeur Viriot-Durandal, donc professeur à l'Université de Lorraine. Bonjour monsieur, très heureux de vous accueillir, Alexandre d'Apivisio. Bienvenue, professeur Meyer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont présents aujourd'hui dans ce temps réel. Bonjour aussi à qui verront cette présentation dans quelques années, dans l'éternité numérique qui nous est aujourd'hui proposée. Et donc, je vais commencer par présenter mon propos, Vivre et vieillir en bonne intelligence, parce que il est situé dans un contexte particulier qui est celui de l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable de l'Université Côte d'Azur, qui est aussi partenaire de ce colloque avec mon laboratoire qui s'appelle Transition. Alors, la particularité, c'est que nous avons des chantiers importants qui sont ceux des territoires intelligents, de la prévention, de la gestion des risques, la santé, le bien-être, le vieillissement et le défi du numérique. Et moi, en tant que sociologue de formation, on m'a demandé de travailler sur différentes dimensions, dont la première est la question de la transition digitale et du lien social.
Voilà. Donc, dans les environnements connectés, urbains, de demain, comment penser cette transition digitale et ce lien social. Alors, juste une petite parenthèse avant de rentrer dans le débat. Je ne suis pas un robot, hein, donc effectivement, vous avez là mes coordonnées et nous pouvons poursuivre au-delà, bien sûr, des différents contacts pour réfléchir à ces questions assez fondamentales. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'année dernière, pour les habitués du travail de colloque énorme que fait l'IGS, et je remercie vraiment Rémi, je remercie Philippe parce que voilà, on mesure toujours mal tout le gros travail qu'il y a derrière ce type de préparation, surtout en mode hybride comme aujourd'hui. Voilà. Souvenez-vous, peut-être, je vous avais parlé de l'impression alimentaire 3D pour les personnes âgées, et ça avait soulevé un certain nombre de tollés. Comment ça, l'impression alimentaire 3D? Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, presque en avant-première pour les internautes et les participants, de vous dire que nous initions là, cette semaine-là, un projet qui s'appelle CAREM. Alors, c'est complément alimentaire en 3D, recherche expérimentale médico-éducative. Alors, c'est une recherche autour de l'impression 3D alimentaire, notamment dans le milieu médical et dans le milieu socio-éducatif. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, pour vous dire comme l'a dit mon collègue de l'Université de Lorraine, n'hésitez pas à retourner vers les chercheurs, à aller voir du côté des universités pour les professionnels. Voilà. Nous sommes souvent dans des expérimentations à la fois qui peuvent vous intéresser et auxquelles, bien sûr, vous pourrez participer. Alors, je voudrais aussi introduire mon contexte. Voilà. Alors, voilà, d'ailleurs que ce que je vais vous dire rentre dans toute une réflexion que j'ai menée depuis quelques années déjà sur le design des lieux et des services pour les personnes en situation de handicap. Hein. Et dans l'ouvrage que vous voyez, Images troublées, réalité morcelée, Alzheimer, l'incarnation du mal vieillir, nous avons notamment tout un chapitre sur le développement de la téléassistance. C'est-à-dire que on passe un peu vite, on a l'impression que ce sont véritablement des innovations qui nous tombent dessus, qui nous percutent, surtout en cette période liée à la pandémie de la Covid-19. Mais en fait, il y a toute une crise en France depuis très longtemps de la téléassistance et nous avons essayé de la mettre un tout petit peu en perspective. Alors, le défilement de mon... Voilà, donc je vais être obligé de le faire de la sorte. Voilà. Alors, moi, j'ai deux questions de recherche qui sont importantes. La première, alors là, vous avez les différents ouvrages de référence, finalement, dans la transition digitale que nous sommes en train de vivre, vous, moi, chacun d'entre nous, parce que ces technologies sont, quels que soient les publics, sont extrêmement pervasives. Autrement dit, elles s'infiltrent dans tous les interstices de notre vie personnelle, professionnelle. Progressivement, nous sommes en train de nous équiper, alors avec, bien sûr, des objets connectés. Alors, nous, à l'IMRED, on est plutôt dans des phases expérimentales, j'en parlerai un peu plus tard, avec cette volonté, bien sûr, de mettre toujours la réflexion en le réflexe, c'est-à-dire bien sûr, de proposer un certain nombre de dispositifs expérimentaux, mais quand même de voir comment ça rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui de l'inclusion numérique, des formes de médiation numérique, et est-ce qu'on peut ou non transférer toute une partie de nos compétences professionnelles humaines dans les technologies numériques. Alors, bien évidemment, un certain nombre de personnes vont dire non, 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 c'est pas possible, etc. Voilà, il faut de l'humain, comme on a entendu. Oui, 100 fois oui, il faut de l'humain. Mais en même temps, on va voir que ces technologies numériques sont quand même d'un grand secours, parfois, pour être des compléments. Voilà, à cette humanité, à cette partie encore active de notre existence, combien même avançons-nous en âge. Alors, je voudrais juste aussi vous dire que récemment, je pense que ça va intéresser, j'ai co-dirigé avec Didier Gelot et Brigitte Bouclet l'avenir du numérique dans le champ social et médico-social. Alors, cet ouvrage a une disposition particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas l'avenir du social dans le numérique, c'est bien l'avenir du numérique dans le champ social et médico-social. On va essayer de comprendre la transformation depuis les années 70
de cette espèce de grand mouvement de mise en fiche, de mise en données du social, quels que soient les publics. Voilà. De voir aujourd'hui quelles sont les plus-values des technologies numériques pour les pratiques professionnelles et aussi de renvoyer ces professionnels vers des réflexions qui existent déjà, ceux de la CNIL, ceux du Haut Conseil du travail social, de la Haute Autorité de Santé, du CNUM, du Défenseur des droits, parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, le secteur méconnaissait en grande partie les travaux qui étaient réalisés autour de ces questions. Alors, je l'avais déjà présenté, je vais très vite, il y a de très grandes évolutions aujourd'hui, depuis des objets, des robots, virtuels, l'impression 3D dont j'ai parlé, et peut-être ce qu'il y a de plus important à penser aujourd'hui, c'est que cet outil qui est le... Alors, ça n'est pas... Je vais juste peut-être intervenir, excusez-moi, vous voyez, les réseaux professeur Meyer. existent. Est-ce que vous pouvez couper votre caméra juste en attendant? Parce que là, on a un réseau qui est un peu faible, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez la faiblesse du réseau finalement. Oui. Quand le réseau résiste, quand les objets résistent, voilà, nous devons nous adapter en permanence. Nous sommes dans cette tyrannie du réseau. Mais peut-être que progressivement, cette dimension très pervasive dont j'ai parlé, il faut vraiment la prendre au sérieux parce que le smartphone, comme l'a dit notre collègue de Biasi, est devenu véritablement un espèce de troisième cerveau qui rythme toute notre journée, notre manière d'être. Voilà. Et vous savez que c'est pour beaucoup le premier objet que les personnes prennent en main dès leur lever, qu'ils le consultent un nombre incroyable de fois par jour et qui semblerait même qu'il préférerait se passer de sexe plutôt que de se passer de portable. C'est aux environs de 22 heures, à près de 41%. Derrière tout ça, il y a aussi tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, voilà, qui est aussi importante, parce que ce sont des expérimentations, bien évidemment, il faut mettre l'humain au cœur, mais il faut quand même que l'humain puisse déjà expérimenter, pour qu'il puisse déjà rentrer dans cette dimension-là, et les environnements smart, et notamment Smart City, vont le permettre. Alors, en France, il y a toute une logique d'innovation technologique, logicialisation, ça c'est important. On a de plus en plus de données, effectivement, sur le social, sur le médico-social. Il y a l'improvisation, on en a eu quelques exemples avec l'Euro ce matin, et cette mise en application d'un certain nombre de dispositifs qui tournent autour des mots-clés, l'accessibilité, la médiation et l'inclusion numérique. Voilà. Donc l'inclusion numérique, c'est une partie extrêmement importante de mon travail, y compris là aussi pour la démonter, pour dire, ben voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'inclusion numérique véritablement. Alors, cette inclusion numérique, elle est d'autant plus importante que, comme l'a dit le défenseur des droits, vous l'avez peut-être vu, qu'il y a quand même encore un certain nombre de personnes qui sont éloignées du numérique, on le chiffre entre à plusieurs dizaines de millions, pardon, et que nous allons vers 2022. Alors là, c'est plus le réseau, c'est l'intervenant. Voilà, nous allons vers une dématérialisation complète des services d'ici 2022, donc cette inclusion numérique va devenir complètement nécessaire. Alors, progressivement, on met en place un certain nombre d'outils qui vont rentrer dans cette logique de smart environnement, avec notamment notre mission société numérique.gouv qui propose des kits d'intervention rapide. Voilà. Alors, je précise que ce sont des outils déjà à disposition. Alors, bon, il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Donc, aux acteurs du social et du médico-social aussi de s'emparer de ce qui existe, de le tester, y compris dans une dimension critique. Voilà. Bien sûr, ça vient en complément de ce qu'on a appelé les gérants technologies, voilà, des silver tech en tant que tels, avec l'ensemble de ces développements. Et quand je parlais de plateformisation avant, effectivement, des plateformes, il en existe déjà beaucoup. Voilà. On a déjà des plateformes de services entre particuliers, d'échange de biens en toute gratuité. On a des comparateurs officiels de services d'aide à domicile qui existent. Donc, prenons déjà acte des outils existants et voyons déjà comment ils peuvent être utilisés par
la suite. Alors là, par exemple, ce qui s'est fait avec la situation sanitaire que nous vivons, c'est bien sûr le développement des téléconsultations, aujourd'hui de plus en plus importante, et progressivement aujourd'hui l'introduction aussi de tous les objets intelligents, depuis le déambulateur robotisé et intelligent au repos de compagnie que nous allons pouvoir utiliser. Alors, les collectivités ont bien compris les enjeux. Hein. Enfin, ici, on voit bien, la ville de Nice déploie un grand soutien informatique pour la direction des seniors. La question véritablement de cette inclusion numérique pour les publics est importante. Mais le plus important, comme nous avons un limité pour nous exprimer, vous ouvrez ça dans l'ouvrage, c'est que j'aimerais ici proposer une hypothèse. Une hypothèse importante, c'est que nous sommes à un moment dans deux tendances. La première, qui est celle du virage domiciliaire, c'est-à-dire de plus en plus, voilà, le domicile va devenir le lieu de toutes les formes de prise en charge. Voilà. Ce virage domiciliaire est extrêmement important parce que déjà, nous passons un temps important, 80% de notre temps, au domicile, et que ce domicile, en plus de ça, est situé aujourd'hui, qui va être de plus en plus connecté, mais en plus, il est situé dans des environnements urbains connectés. Voilà. Donc, le tellement mieux chez soi, ce virage domiciliaire, est aussi un truc une piste que les acteurs doivent suivre d'une manière importante. Deuxième tendance, c'est la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que l'institut tel qu'on l'a connu, les établissements tels qu'on les a connus, vont rentrer peut-être d'une progressive désinstitutionnalisation. Alors, c'est déjà souhaité par les instances européennes, mais en même temps, on voit bien que c'est le domicile qui va devenir le lieu pertinent dans lequel tout pourra se faire, ou une grande partie en tout cas pourra se faire, y compris des contacts. Alors là, je vous ai donné récemment pour une grande association du pays qui a reçu un don de Google de 1000 enceintes connectées à commande vocale. Vous savez, ce sont ces enceintes qui vous parlent, qui vous répondent. Aux États-Unis, nous avons maman, papa et Alexa. Et Alexa peut répondre de la même façon, ou peut-être d'une autre façon. Voilà. Donc, ces super connectés vont être importants. Les assistants dans ce monde smart, les assistants virtuels, excusez-moi, ça apparaît là aussi, ça rame un peu. Tout ce qui est Home Assistant, voilà, donc Alexa, le Google Home Assistant classique, c'est-à-dire que vous aurez à la fois peut-être des jeux vidéo, mais aussi peut-être une aide psychologique virtuelle qui pourra se mettre en place à distance. De la même façon, ces environnements-là vont, comme je l'ai dit, rentrer dans toute une représentation des villes, de logements. Ce domicile, il est bien situé quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un développement des cities qui n'a plus rien d'utopique. Voilà. Bien au contraire. Et même, il y a une forte concurrence entre les métropoles aujourd'hui pour développer un certain nombre d'expérimentations. Voilà. Avec une frontière aussi urbain-nature, qu'a relevé Florence Tornard, que je trouve extrêmement intéressant. Donc, nous sommes dans cette dimension aujourd'hui de la Smart City. Je suis vraiment désolé que ça n'apparaisse pas plus vite. Voilà, avec toute une urbanisation, des grands projets de Smart City, une espèce de végétalisation aussi de l'urbain qui est intéressante. Alors, qui se situe d'abord dans un premier temps autour des questions de l'environnement, du transport, de l'économie, et on va bien sûr le voir de la sécurité, mais effectivement qui a ce projet de mettre les citoyens, de remettre les citoyens au cœur, et pas simplement pour de l'éclairage public urbain, pas simplement pour du traitement des déchets, pas simplement pour une logique de capteurs, que ce soit des capteurs de qualité de l'air ou des capteurs météo, mais véritablement pour voir comment le citoyen connecté de demain, quel que soit son âge, et surtout s'il est en situation de fragilité, de vulnérabilité ou en situation de handicap, peut
être aujourd'hui inclus dans cette smart environnement. Alors, il y a beaucoup de critiques, bien sûr, on va tout de suite les voir, parce que derrière ça, on parlait déjà, l'ouvrage qui va sortir de Jacques Priol, Ne laissez pas Google gérer nos villes, parce que ces GAFA sont devenus pratiquement des proto-États, voilà, avec une puissance quand même extrêmement importante. Alors, est-ce que nous voulons telle une Disneylandisation, une Googlisation de nos villes? Certaines villes l'acceptent, d'autres non, mais en tout cas, force est de constater que ferions-nous aujourd'hui sans les GAFA? Que ferions-nous aujourd'hui sans la puissance informatique et sans les solutions, entre guillemets, qu'ils proposent? Alors, bien sûr, la dimension critique derrière, c'est que Google entend notamment privatiser la ville sur le modèle de Disney, j'en ai parlé, avec un risque que toutes les données qui sont accumulées se retournent à un moment donné contre les personnes, et ça c'est un risque appuyé, étant donné que dans les smart cities, la technologie est absolument indispensable, mais c'est un espace urbain qui est doté de capteurs, de données électriques, qui va en permanence générer un certain nombre de données qui vont être utilisées. Alors voilà ce que nous étudions notamment à l'IMRED. Alors vous voyez notre nouveau bâtiment à l'IMRED dans la ville de demain. Alors si je précise ça et je montre ce slide, c'est pas simplement pour valoriser nos travaux, mais c'est que à l'intérieur de ce bâtiment même, nous allons construire des appartements et des maisons entièrement connectés. C'est-à-dire que ça devient un lieu d'expérimentation de ce domicile connecté qui, bien sûr, ouvre sur un certain nombre d'utopies comme la ville idéale, mais aussi bien sûr, de dystopies, étant donné que progressivement, peut-être, notre environnement va être de plus en plus surveillé, et on a déjà un certain nombre de critiques par rapport à cette dimension de surveillance, depuis la visiosurveillance jusqu'à des logiques de sécurité qui sont peut-être un peu plus inquiétantes. Voilà. Alors, mais en même temps, voilà, bientôt, c'est une réalité. On va pouvoir verrouiller son smartphone déjà avec la reconnaissance faciale. On va pouvoir payer avec un sourire ou avec son empreinte, comme c'est déjà le cas en Chine, où les logiques de scorage sont extrêmement importantes liées aux technologies numériques. Et puis, cette dimension-là va être finalement progressivement notre quotidien. Et j'aimerais vraiment terminer, excusez-moi d'avoir fait à la hussarde, mais je répondrai avec plaisir à vos questions, dans un ouvrage que nous avons récemment sorti sous la direction de Boris Cyrulnik, qui s'appelle Smart City, une autre lecture de la ville. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, voilà, je profite tant que j'ai le micro pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que finalement, c'est ce qu'il faut se souhaiter. On va se serrer les coudes en même temps qu'on se mouche et on tousse dedans. Eh bien, merci beaucoup, cher professeur Meyer. Peut-être des questions sur ce thème. On va vous conserver encore un petit peu. Eric Sanchez peut-être aussi pourra apporter des questions. Moi j'en ai une vis-à-vis du bâtiment que vous avez pu montrer. Est-ce qu'il est déjà, j'ai pas suivi, est-ce qu'il est déjà sur pied ou c'est très proche? Ah non, le bâtiment, le nouveau bâtiment de l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement du développement durable est déjà en place. Voilà. Et le bâtiment que nous allons construire, nous le construisons à l'intérieur même de ce bâtiment, dans une plateforme technologique. Voilà. Donc nous sommes en train de réaliser cet ensemble-là, ce qui renvoie déjà aux premières publications dans lesquelles nous parlions des smart rooms, des environnements connectés où il y a des capteurs partout, dans les canapés, dans les lits. On sait combien de fois la personne s'est levée, on sait où elle est allée. On parlait de l'alimentation dans le frigo, combien de fois la personne a ouvert la porte du frigo, a ouvert la porte, etc. Donc les capteurs de mouvement en interne. Tout cet univers-là est un univers qu'il faut aussi expérimenter. Parce qu'encore une fois, on peut, d'une manière rhétorique, mettre l'humain au centre, mais s'il n'y a pas ces logiques d'expérimentation de l'humain des différents dispositifs, on rate un peu une étape. Et c'est ce que nous voulons faire
voilà, notamment. Et quand je présentais l'année dernière l'impression alimentaire 3D, c'est vrai que ça paraissait encore extrêmement futuriste. Aujourd'hui, nous avons déjà un certain nombre de dispositifs et nous allons rentrer dans des expérimentations autour de ces équipements qui, demain, peut-être, remplaceront le micro-ondes, remplaceront le four et seront des éléments de notre quotidien de vie. Est-ce que y a-t-il beaucoup de volontaires sur ce type d'expérimentation? Les personnes souhaitent vraiment participer à toutes ces activités sur 24 heures, etc. En tout cas, surtout le développement de ce virage domiciliaire, nous avons effectivement beaucoup de partenariats et nous les développons. C'est-à-dire que on s'est bien rendu compte que si le champ du social et du médico-social avait peut-être un peu de retard il y a quelques années, il l'a vite rattrapé. Voilà. Il a pris conscience de l'importance aujourd'hui du numérique. Il a pris conscience d'un certain nombre de fractures et combien même garderait-il ce discours de l'humain au centre, qui est un discours fondateur de son existence et de l'ensemble de ses établissements, des valeurs et de l'éthique qu'ils défendent. Voilà. Ils sont quand même rentrés dans cette dimension. Et donc, je pense que, pour répondre très directement à votre question, nous aurons de plus en plus de personnes qui vont dire, ben voilà, peut-être qu'il y a un certain nombre de solutions connectées qui peuvent nous aider à gagner un temps, voilà, à transformer un temps en temps relationnel que nous n'avions pas jusqu'à présent. Merci beaucoup. Eric, peut-être avez-vous vous aussi des questions? Oui, alors une réflexion aussi et qui fait le lien avec l'intervention du professeur Virio Durandal également tout à l'heure. La question de cette question centrale de la participation sociale des aînés, qu'il a remis d'ailleurs au centre de son propos notamment. Moi, je dirais que ça fait partie aussi d'un travail que nous menons actuellement avec la Fondation Abbé Pierre et une architecte du nom de Chantal Decmine. On a présenté il n'y a pas longtemps, ça fait l'objet d'un article dans Le Monde, le manuel des villes accueillantes, des villes hospitalières. Et je voulais poser la question, mais peut-être on le reparlera dans le débat tout à l'heure, cette question aussi du rétrécissement de l'espace public. Voilà, moi c'est quelque chose un peu qui nous anime. Et après, je vais faire le lien avec le professeur Meyer. Et on travaille également dans le groupe sur, vous avez parlé effectivement de l'urbanisme et de la ville et du côté urbain. Et on est aussi, nous, très sollicités par le côté rural de la France qui est pluriel. Et du coup, que ce soit avec Bleu Blanc Zèbre ou avec d'autres, on travaille aussi pour que l'idée, c'est de ne pas les laisser non plus eux au bord du chemin. Et cette idée, moi, qui m'est chère, d'intervention jusqu'au dernier mètre. Effectivement, toutes ces technologies aujourd'hui peuvent permettre d'arriver jusqu'au dernier mètre, y compris en ruralité, parce qu'il y a des gens qui, par choix, aujourd'hui, on a vu les enseignements du Covid, il y a des enseignements peut-être durables à tirer de cette relocalisation, de cette volonté de vivre un peu des choses différemment par la suite. Et je trouve intéressant aussi l'approche que vous avez développée. Nous avons travaillé dans un réseau médico-social au sein du groupe sur la question de l'intermédiation sociale de la robotique de service. Et comme vous l'avez dit, non pas, et je l'ai redit tout à l'heure en intervenant ici, là, à Marseille, non pas pour remplacer l'humain, mais pour donner du temps à cette relation de personne à personne. Les Chinois appellent ça binning, la transmission de peau à peau. Et moi, je l'ai testé pour un public Alzheimer où j'avais un petit robot qui faisait quelques gestes d'animation, mais ça m'a permis de faire quoi pour la quinzaine de personnes? Pendant ce temps-là, je circulais de façon très personnalisée au milieu des personnes. Je les touchais, je leur donnais des conseils, je me mettais à côté d'elles, je leur parlais à côté. Et du coup, ce temps-là qui m'était rendu très confortable par la petite animation à côté, c'était du temps pour moi précieux pour être encore plus avec la personne en relation d'individu à individu. Donc, je dirais qu'il ne faut pas toujours être, effectivement, vous l'avez dit, moi j'aime beaucoup ce propos-là, ne pas être manichéen, il faut avoir une éthique particulière des professionnels que vous êtes, des chercheurs notamment, des universitaires, pour guider ce travail-là de fond, mais plutôt rechercher comment on peut induire un confort dans la qualité du soin apporté aux personnes. Et ça d'ailleurs, ça rebondissait sur une question d'un des apinotes, là, sur l'objectif de la Smart City. Est-ce que c'était de la solidarité, de la productivité, ou est-ce que qu'est-ce qui était recherché à travers ça, quoi? Oui, alors je ne sais pas s'il y a une réponse
à ça, c'est-à-dire que j'aurais bien cité là Michel Serres quand il dit que nous sommes entrés. Alors, il en parlait en janvier 2019 hein, à propos de la crise des Gilets jaunes, mais on peut utiliser de la même façon cette dimension. On est vraiment rentré dans une période de rupture totale avec ce qu'on a connu. C'est-à-dire que ce n'est plus le même homme, ce n'est plus la même vie, ce n'est plus la même mort, c'est plus le même espace, ce ne sont plus les mêmes relations. C'est-à-dire que progressivement, voilà, cette dimension très pervasive des technologies a quand même transformé fondamentalement notre vie. Alors, ce que vous avez dit par rapport à la frontière urbain-rural est très juste. Simplement, le domicile existe dans le rural comme dans l'urbain. Et c'est donc cette dimension domiciliaire, ce virage domiciliaire, aujourd'hui du social et du médico-social, que nous essayons d'étudier. Donc, effectivement, il faut, on va dire, le rural n'est pas oublié, mais c'est vraiment la dimension du domicile. Et c'est d'autant plus important lorsqu'il est dans ces grandes métropoles, dans ces mégapoles aujourd'hui technologiques, que sont les smart cities, qui bien sûr ont des objectifs de type économique, ont des objectifs de type participatif. Alors là, pour le coup, effectivement, la dimension participative est très sollicitée via ces technologies, mais on espère aussi qu'elles vont pouvoir développer différemment du lien social. Voilà. Que l'ensemble des données que nous pourrons collecter vont nous permettre de construire un autre lien social et peut-être des liens sociaux que les personnes n'avaient pas encore au présent imaginés. Merci. Une question un tout petit peu annexe. Hein. On a entendu que c'était quand même le domicile qui était votre priorité, mais est-ce que vous avez aussi une démarche quand même vis-à-vis ou de l'expérimentation vis-à-vis des EHPAD sur tous ces capteurs qui peuvent aussi aider les personnes? Absolument. Alors là, nous essayons de mettre en place avec les établissements à la demande. Hein, à la demande, c'est vraiment au cas par cas ce que nous appelons des plans d'action numérique. C'est-à-dire qu'avec véritablement une étude des lieux, des relations, des pratiques professionnelles déjà existantes, voilà, nous essayons de travailler avec eux pour voir comment leur environnement professionnel est déjà impacté par ces technologies et quelles sont pour eux les priorités. Donc nous développons depuis cette année, et surtout avec cette crise importante de la Covid-19, nous développons ces plans d'action numérique pour les établissements. Mais là, c'est vraiment du travail au cas par cas. Voilà. En aucun cas dans des logiques de généralisation ou dans cette espèce de plateformisation du social et du médico-social, on pourrait, tout faire rentrer dans la plateforme, tout transformer comme vous avez dans votre espace personnel où vous allez cliquer avec vos mots de passe et rentrer. Voilà. C'est quelque chose qui est beaucoup plus adapté et qui tient compte notamment des conduites et des pratiques des personnes et de l'énorme questionnement. Alors si le social et le médico-social a largement pris conscience et vraiment rentré dans cette démarche-là, les questionnements restent extrêmement nombreux. Voilà. Quand devons-nous utiliser tel type? Voilà. Est-ce que le smartphone personnel qu'on va utiliser, comment allons-nous nous en servir au quotidien avec cette personne-là? Voilà. Donc, il y a aussi tout ce questionnement qu'il faut prendre en compte. Et encore une fois, je ne peux que encourager les personnes du terrain qui nous entendent. N'ayez pas de crainte de venir vers les chercheurs, de les questionner. Alors, souvent, c'est difficile de nous lire, c'est vrai que nous écrivons beaucoup, nous avons produit beaucoup de textes, il y a déjà beaucoup de choses qui sont là, et on se dit, bon sang, voilà, lire toute cette littérature est relativement fastidieux. C'est juste. Ceci posé, on peut organiser ce qu'on appelle des recherches-actions, dans lesquelles les chercheurs participent directement à la transformation des pratiques. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une condition pour nous essentielle de développement dans les travaux de mon laboratoire et de mon institut. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, professeur Meyer, hein, pour toutes ces précisions. On va laisser place aux autres personnes qui étaient attendues aussi pour cette question-réponse. Je vous remercie de cette intervention et de cette qualité. Voilà. Merci à vous et à très vite. Je vous laisse
laisser la place peut-être à Monsieur Jacques Wetzel, qui sera peut-être présent avec nous aussi pour entendre des questions qui étaient donc Jacques Wetzel qui est intervenu plutôt sur la partie des risques à domicile. Non. Vous pouvez couper votre caméra et votre micro. C'est en partie basse de votre écran. Par contre, ne coupez pas la liaison, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, gauche. c'est ça. Évitons de couper la liaison. Ça m'évitera de transpirer. Voilà. Sinon, vous changez là peut-être. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci de votre agilité et professeur Meyer et de toutes ces précisions de très grande qualité et vraiment beaucoup d'interrogations du côté de nos apinautes. C'était très bien. Bien sûr, vous avez la possibilité aussi de questionner d'autres acteurs de la matinée et Jacques Wetzel en fait partie. Il a abordé le sujet des dangers un petit peu qu'il pouvait y avoir sur la partie du domicile, sur les parties électriques aussi, puisque c'est tout fonctionne aussi sur cette base de l'électricité, vous le savez bien. Et donc Jacques Wetzel pourra peut-être me rejoindre dans quelques instants. Et Eric Sanchez, n'hésitez pas aussi à me rejoindre si besoin. Voilà, bienvenue et de retour parmi nous. Merci de votre présence. Est-ce que vous auriez peut-être des compléments d'information puisque tout le monde était, je pense, présent lors de votre intervention, mais rappelez en 2-3 mots ce que vous aviez pu émettre tout à l'heure. Oui, je vous avais parlé de 2 associations, une qui s'appelle Consuel et une deuxième qui est notre fonds d'action, on va dire une fondation qui s'appelle Phase, mais je pourrais vous parler d'une 3e association dont nous partageons la paternité avec un organisme dont tout le monde connaît le nom qui s'appelle Promotelec. Et cet organisme dont je vais vous parler, c'est l'ONSE, Office national pour la sécurité électrique. Et c'est un organisme qui a été créé il y a une quinzaine d'années et dont le but est de créer des statistiques pour savoir quels sont les dangers de l'électricité et quelle est la part des incendies dus à l'électricité. Il faut savoir qu'il y a 200 000 incendies en France, dont un quart sont dus à l'électricité. Il y a 35 millions de logements, comme je vous le disais tout à l'heure. 7 millions sont dangereux et 2 millions à 3 millions sont très dangereux. Donc, vous voyez qu'il faut être très prudent. Et grâce à notre association Consuel qui permet de contrôler les installations neuves, depuis maintenant 56 ans que notre association existe, le nombre d'électrocutions, c'est-à-dire des gens qui sont morts, est passé de 200 par an à 40. Donc, c'est 40 de trop, mais les progrès sont notables et dus justement aux normes. Alors, tout le monde dit qu'il y a trop de normes en France, et puis quand il y a un incendie, un accident, il n'y en a pas assez. Donc, nous, on essaye d'être dans la mesure et de faire en sorte que les installations soient révisées à leur juste valeur. On ne fait pas trop de travaux, on fait juste ce qu'il faut pour mettre les appartements en sécurité. Voilà ce que je voulais vous dire comme complément d'information. Merci. J'avais retenu que vous aviez effectivement dit que des professionnels électriciens pouvaient s'inventer un petit peu un passé avant de démarrer leur carrière. Donc, vous, avec Consuel, par exemple, vous garantissez un petit peu ce label ou comment on pourrait essayer d'identifier les bons ça n'est pas un label, c'est une attestation de conformité. On vérifie. Nous ne sommes pas un organisme de contrôle, mais on vérifie que l'attestation qui est remplie par un professionnel ou par un non professionnel, parce que personne n'interdit en France de faire une installation à un non professionnel, que cette installation est conforme aux normes en vigueur. Voilà, c'est ça notre rôle. Alors, ce qui veut dire aussi qu'on a un coût d'attestation qui est extrêmement faible, puisque le coût moyen est de 27 €. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Mais comme on fait 700 000 attestations par an, vous comprenez que ça commence à faire du bruit. Et on vérifie on ne vérifie pas toutes les installations, on vérifie les installations qui sont réalisées systématiquement par des non-professionnels ou ceux qui ont de mauvais résultats. Mais les gens qu'on connaît bien, qui sont qualifiés, sont moins contrôlés que les autres. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, un conseil pour nos apinautes, bon, c'est toujours dans une maison qui a des points faibles, etc. Quelle est la démarche finalement que vous pouvez donner, vous, pour sécuriser les domiciles? C'est de faire appel à un professionnel et de faire en sorte qu'il fasse les justes travaux. C'est-à-dire qu'il y a 6 règles de sécurité à respecter et le vrai professionnel le sait, c'est avoir un disjoncteur de branchement
différentiel, c'est ne plus avoir de pièces nues sous tension, pas de matériel obsolète, une prise de terre et des disjoncteurs bien calibrés. Donc, ça n'est pas refaire la totalité de l'installation, c'est faire une partie, c'est les 6 points que je viens d'énoncer, qui sont les 6 règles de sécurité. Donc, on met l'appartement en sécurité et non pas en conformité. Et en général, on arrive à faire ça pour entre 500 et 1000 euros, vous voyez. Alors que s'il fallait refaire toute l'installation, ça serait multiplié peut-être par 10. C'est ça, c'était effectivement mon interrogation finale. Effectivement, le budget est plutôt moyen et en dessous des 1000 euros, ce qui est quand même bien sûr une somme, mais qui permet d'avoir une sécurité complète sur le domicile, et ça n'a pas de prix, puisque effectivement, vous le rappeliez, il y a quand même encore, hélas, des décès à cause de l'électricité en France, et c'est quand même évidemment malheureux. Très bien, je vous remercie de cette précision. Est-ce que vous Oui, pouvez peut-être encore une chose à dire, c'est qu'il y a des nouveaux Bien sûr. métiers de l'électricité qui arrivent. C'est le photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle l'IRVE, c'est-à-dire les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et on constate que pour tous ces nouveaux métiers, ce sont des non-professionnels qui créent leur structure. Ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas électriciens. D'où aussi notre vocation d'être présent et d'être présent sur tous ces nouveaux métiers de l'électricité pour justement faire en sorte que ces installations soient réalisées en toute sécurité. Parce que dans les années 2010, où le photovoltaïque est parti vraiment en flèche, on a eu énormément de problèmes avec beaucoup d'incendies. Maintenant, ce problème est résorbé puisque l'attestation de conformité constitutionnelle est obligatoire, y compris pour le photovoltaïque. Très bien. Et une question qui vient, quelle est aujourd'hui la part de développement sur cette partie photovoltaïque en France? Alors, il y a une part, je vous dis, il y a une pic d'installation de 110 000 installations en 2010. Ça a chuté lorsque la législation a changé en 2011. C'est tombé à 20 000 et ça remonte progressivement. C'est-à-dire que maintenant, on est à 34 000 installations par an en autoconsommation. Autoconsommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'installation, le logement sur lequel il y a les panneaux photovoltaïques qui consomment l'installation électrique et qui ne la revend plus parce que la revente n'est plus intéressante. C'est-à-dire qu'on la revend à un prix qui est pratiquement le prix auquel on l'achète. Donc, toutes les installations sont maintenant en autoconsommation avec quelques installations en stockage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont installé des batteries chez eux et qui stockent l'énergie pour pouvoir la consommer de nuit ou lorsqu'il y a pas de soleil. Et donc ça, c'est encore 10% des installations à peu près. Oui. Donc ça, c'est un petit peu une nouveauté, effectivement, hein, ce côté accumulateur chez les particuliers, on n'en avait pas trop. Hein. Oui, mais c'est une nouveauté, mais qui pourrait se développer avec les véhicules électriques, parce que les batteries, les véhicules électriques marcheront dans les deux sens. C'est déjà le cas au Japon. Vous accumulez l'énergie pour rouler, et si vous en reste le soir, vous pouvez l'utiliser dans la maison pour votre consommation usuelle. D'accord. Une question qui me vient d'une apinote, Lydie, peut-on faire un diagnostic gratuit avant de faire venir un professionnel à domicile chez les personnes qui ont un habitat vétuste? Effectivement, on a toujours peur, en tant que particulier, d'avoir un piège et finalement d'entendre qu'il y a 15 000 euros de travaux d'électricité de conformité. Moi, j'ai une réponse toute simple. Elle fait appel à un professionnel qui fera un devis gratuit et elle lui demandera de chiffrer la mise en sécurité des 6 points de sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez évoqué. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, rester sur un cahier des charges bien précis et d'être clair avec le professionnel. Oui. Il y a 45 000 installateurs électriciens en France. Il y en a 6 000 qui sont qualifiés. Donc, il y a le choix quand même. Eh ben, c'est parfait. Je vous remercie de toutes ces informations qui sont bien sûr importantes, puisque l'électricité, on en a tous besoin. Je vous souhaite un bon appétit peut-être, Monsieur Wetzel, et puis surtout, on va se retrouver tous et toutes à partir de 13h30, 13h45 pour être précis, pour démarrer à 14h la suite du colloque, le troisième partie. Je vous remercie beaucoup de votre présence et à tous et à toutes un bon appétit.